je comptais vraiment pas faire cette vidéo à la base. Ce mois-ci a été long, c'était aussi quelque part un break bienvenu dans le monde de la Formule 1, compliqué pour le contenu, mais pour moi c'était ok. D'autant que j'avais fait ma chronique signée sur Driven, qui m'a pris 2 bonnes semaines à être écrite, tournée, montée, et je sais que vous êtes très peu à l'avoir vue, donc elle est en com épinglée, et la raison pour laquelle vous êtes peu à l'avoir vue est simple en étant compliquée à la fois. En gros, elle a été uploadée, tout était over. Non seulement vous pouviez la voir, mais en plus elle était monétisée, ce qui pour une vidéo cinéma est cool quand même. Donc j'ai rendu public. Et environ 12 secondes après, enfin peut-être pas 12 mais une dizaine de minutes, je me suis fait turbo-charcuter les fesses par un certain nombre de tiers détenteurs, notamment Studio Canal, et qui me l'ont pas juste démonétisé, mais qui me l'ont carrément bloqué dans le monde entier. J'ai contesté, j'ai gagné, mais le double effet qui se coule, c'est que la vidéo est techniquement restée uploadée sur la chaîne. Donc pendant 24 heures, pendant lesquelles il y avait cette dispute, et ben elle a bidé. Ce qui fait qu'elle est moins bien référencée, ce qui fait que vous la voyez pas facilement. Donc please, allez y jeter un œil. Et je vous demande ça du fond du cœur. Si vous voulez utiliser votre boost sur une vidéo, utilisez-la sur la chronique ciné plus que sur celle-là. Parce que bon, celle-là, en soi, elle va marcher convenablement parce que c'est une vidéo Formule 1 dans l'actualité. Dans le com épinglé, en dessous, il y a aussi Oli Energy qui soutient de fou. Utilisez le code Clippy, 10% de réduction sur tout ce que vous buvez là-bas. Hein, pour moi, ça aide énormément. Pour vous, ça fait un produit. Si vous voulez ni gourde ni poudre, il y a le Super Thanks comme d'habitude, qui juste donne un soutien énorme et en plus, ça aide au référencement. Mais sinon, soyez juste là, boosté, référencé, partagé. On vous aime d'amour, mettez-vous à l'abri avant de me mettre à l'abri. Et pour en revenir à ce que je disais, je devais pas faire grand chose de plus en fait ce mois-ci. Comme mon déménagement en plus se précise, ça y est, ça arrive, on vous promet, c'est pas loin. Je me disais que ça allait être suffisant et bah tant pis pour mes revenus le mois prochain, on serre les fesses, tu vois. Et puis j'ai vu que Stefano Domenicali, donc l'actuel Big Boss PDG supremo de la Formule 1, avait été interviewé par source crédible britannique. Un podcast d'1 heure que je devais écouter en rangeant le nouvel appartement. Oui, j'ai les clés. Et en écoutant ces histoires, je me suis dit que c'était tellement affolant de mon point de vue que je pouvais pas ne pas en parler. Installez-vous, mettez-vous bien. Bienvenue dans ce qui sera certainement le dernier Garage Talks dans ce décor. Alors, c'est un Garage Talks où il y aura très peu d'images d'illustration parce que je vais pas piquer les images à source crédible britannique, on va pas déconner. Et en même temps, voir Stefano parler en plan fixe, c'est pas tellement différent de moi qui parle en plan fixe. Donc, il y aura des images de jeu de temps en temps pour que votre cerveau se débranche pas complètement. Pas du Subway Surfer, on se respecte quand même. Mais c'est une vidéo de fond, mettez-vous bien, commencez à jouer à Gran Turismo, Metal Gear Solid, peut-être Ace Combat, comme vous voulez. Bon, le podcast, il dure une quarantaine de minutes, 3/4 d'heure en fait, et je m'attendais pas à grand chose entre le track record de sources crédibles britanniques et leur dernière interview avec Domenicali qui était à mon avis un peu trop lisse et polie dans ce cas de figure, sans risque hein, si vous préférez. J'étais sûr que ça allait pas péter plus loin que ça. Mais à la défense de The Race, ils ont envoyé les 2 journaleux les plus compétents et crédibles qu'ils ont. Et du coup, les questions étaient bonnes et ils ont push là où il fallait. Il y avait évidemment beaucoup plus à traire de Stefano, il y avait évidemment quelques questions qui étaient faites pour lui jeter un os ou deux, et l'un dans l'autre pour conserver leur accréditation et avoir d'autres interviews plus tard, je pense que la balance était plutôt bonne. Nuclear level bad est une expression que j'ai déjà entendue pour des interviews catastrophiques. Pensez à celle du Prince Andrew où il parle d'Epstein, pensez à celle de Carlson avec Poutine. Et ben maintenant vous allez aussi pouvoir penser Domenicali avec The Race. Pour faire simple, hein, pour vraiment vous choquer, Stefano Domenicali assure qu'il n'y a pas de problème en Formule 1. Il n'y en a pas. Selon lui, la Formule 1 est en excellente santé parce que lui, il a les vraies métriques, il a les vraies preuves, il a les vrais chiffres. Parce que les tickets se vendent et qu'il n'y a pas un seul Grand Prix où il y a des places dans les tribunes. Tout est sold out. Donc c'est que ça va en fait. Je t'explique, moi, je suis financier en fait, the finance bro. Et il est vrai que si tu vas sur le site, tu te rends compte que le peu de trucs qui restent sont les tickets hors de prix. Donc on peut penser que oui, effectivement, sauf que ça c'est de la réflexion qui est à niveau de surface, surface level. Parce que ce qu'on remarque aussi, c'est que les gens achètent leurs tickets cette année pour l'année prochaine. En appliquant cette logique, les gens qui ont acheté les tickets en 2025 pour cette année ne savaient pas que le shit show allait être aussi shit-show-esque. Mais quand on lui fait remarquer, ça fait non, mais t'inquiète, même maintenant, non, mais vous êtes trop focalisé sur ces trucs-là. Moi, j'ai la big picture. Il nous le dit pas comme ça, mais basiquement, ce qu'il dit, c'est qu'il n'est pas le vermisseau, il est l'aigle, d'accord? Les réponses sont vagues déjà, genre même maintenant de quoi? Tout est sold out, t'as dit, donc il y a plus rien à vendre cette année. Je veux dire, les tickets pour l'année prochaine? Ou alors tu parles des tickets à 1600 balles qui restent et qui se vendent encore? Parce que ça, du coup, c'est pas le public casual, c'est pas votre pain et votre beurre qui fait justement cet achat-là. C'est Jeff Bezos
les os, c'est les ultras qui ont économisé toute une vie pour l'expérience VIP qu'ils rêvent d'avoir. Ouais, il nous explique ensuite qu'il n'y a pas de blême parce qu'il n'y a pas de blême. Que les réunions pour altérer le règlement, c'était sûrement pour le fun alors. Sa stance va d'ailleurs osciller tout du long de l'interview entre il n'y a pas de problème et on pouvait pas savoir, si, on pouvait savoir, mais on pouvait pas savoir. Et quand l'un des deux journalistes, donc pas Ed Straw, j'ai oublié son nom, je suis désolé, John Noble. Bref, quand ça soulève le fait que les gens kiffent la Formule 1, ils sont tombés amoureux du sport parce qu'il y a des pilotes qui roulent à la limite non-stop, Stefano l'interrompt pour lui dire « Non, vous êtes tombé amoureux de ça, vous, moi aussi !» Tu vois, pour se sentir... pour être relatable quand même. Et peut-être qu'avec cette nouvelle Formule 1, les gens tomberont amoureux d'autre chose. Ouais, je suis tombé amoureux de ta mère pour ses yeux, mais n'importe qui d'autre pourrait tomber amoureux de sa personnalité. Bon, après, il y a Stefano qui beurre un peu le biscuit, qui gratine le pain-bouchon, que dis-je, des journalistes, en leur disant que, basiquement, ils font le travail de Dieu, mais après, ils shiftent le blâme sur eux, disant que c'est aux journaleux et aux gens sur Internet, donc les connards comme moi, d'expliquer la Formule 1 aux gens, pas à la Formule 1 d'être plus simple. Oui. Enfin, en soi, la Formule 1, ça a toujours été quelque chose de complexe. Et les gens, dans leur ultra majorité, savent pas trop pourquoi un V12 et d'autres un V10. Ils savent pas trop non plus. Gomme tendre, gomme dure, c'est un concept simple, mais l'impact des suspensions sur l'usure de la gomme, les gens savent pas vraiment ce que c'est qu'un cheval vapeur non plus, tu vois. Mais il y a un truc qui a toujours été limpide avec la course, que ce soit genre paralympique ou que ce soit genre le Red Bull Air Race, les mecs qui vont le plus vite et prennent le plus de risques sont généralement devant. Parce que c'est ça la course, logiquement, c'est pousser le plus vite pour gagner. Et effectivement, aujourd'hui, expliquer aux gens qu'il faut aller plus lentement dans les endroits où on faisait du temps avant, ça leur permet d'aller plus vite dans les lignes droites, et c'est comme ça qu'on gagne maintenant. Disons que le concept, voilà, après il faut leur faire assimiler le super clipping, que même moi ça me casse les couilles. Il y a la majorité de mon nom dedans quand même. J'ai tendance à dire, et ça a été corroboré par des gens du Discord, c'est plus simple d'expliquer la LMP1 d'il y a quelques années, là, les missiles supersoniques là, que d'expliquer la Formule 1 actuelle à quelqu'un de casual. Et casual, c'est pas un gros mot au fait, parce que on vous a peut-être fait comprendre que vous étiez des merdes parce que vous regardiez pas tous les grands prix, que vous leviez pas pour les voir. C'est pas vrai. Vous pouvez regarder 3 courses dans l'année et vous dire fan du sport, comme vous pouvez littéralement genre être passionné par ça et consommer chaque minute de chaque contenu jamais. On s'en fout. Vous vivez le sport comme vous le vivez. C'est pas à d'autres de dire si vous êtes fan ou pas. Après, est-ce qu'on peut grader les fans entre les fans occasionnels et les fans hardcore? Bien sûr, il y a des gens qui surkiffent, des gens qui sont là, qui vivent, respirent Formule 1. Et on a demandé à Dominique Ali, du coup je dis 11 Race, on lui demande son message pour les fans hardcore. Ceux qui pensent que la F1 est morte et qui ont mal tous les week-ends et qui en ont un peu plein le cul de voir des voitures pas se donner en qualif. Et il répond: je suivais le sport étant enfant. Je suis né à Imola. Je suis hardcore. Et je pense avoir l'œil neutre là-dessus. On notera que son préambule garantit qu'il n'a pas l'œil neutre là-dessus parce que il pourrait du coup sway du côté hardcore. Et ensuite il dit qu'il comprend pas le bail et qu'en Chine, je vous jure que j'ai fait de mon mieux pour essayer de comprendre ce qu'il voulait dire. En Chine, le fastest lap était le plus rapide dans l'histoire du sport mécanique et que là voilà ta réponse. Et je vous jure que là j'ai traduit quasi verbatim. Et j'étais, quand j'écoutais ça, je faisais autre chose à côté, ça m'aide à garder mon focus sur le fond sonore, posez pas de questions. Et j'ai mis pause à ce que je faisais, je suis allé voir la vidéo. Genre, j'ai réécouté tout l'amenant à cette conversation-là. Et j'étais en mode, c'est bizarre, parce que dans ma tête, le FL en Chine, il était pas si rapide que ça. Je l'aurais noté, je l'aurais dit dans le Garage Talk, si le FL en Chine était le fastest all-time. Et le FL en Chine, il était en course, du coup, de 1.35.2. Pas besoin de donner les dernières décimales. Parce que le fastest lap, le FL all-time, l'entièreté du motorsport, parce que j'ai vérifié partout, c'est 1.32.2 en 2004. C'est Schumacher. En fait, le fastest lap 2026 est le 4e fastest lap. Même pas le plus rapide de l'ère hybride, parce que je me suis dit c'est peut-être ce qu'il veut dire depuis qu'on est passé à des moteurs hybrides, machin. Non, parce que en 2019 on va 5 dixièmes plus vite. Et il parle pas non plus de pole, parce que j'ai regardé et la meilleure pole all-time en Chine c'est 2025. C'est pas non plus la course la plus courte, parce que c'est encore 2004. J'ai vérifié, le layout n'a pas changé, mais d'un pouce, peut-être le surfaçage, mais genre le layout est le même. Et en fait si on regarde, cette année en course, on est plus lent que la pole en A1GP, qui est un truc sur lequel, c'est anecdotique mais je fais des recherches dessus, donc je me sentais de le dire. Alors, on n'est pas plus lent de beaucoup en soi, mais on est plus lent. Mais peut-être qu'il parle du sprint. Alors j'ai regardé et on est en 1.34.7, ce qui reste plus lent que le fastest lap en 2004. Donc je vois pas ce qu'il veut dire. Et si vous avez capté, putain, dites-le moi en commentaire, parce que peut-être je suis con et que je suis allé chercher genre
dans le jusqu'au boutisme, alors que la réponse, elle était très très simple. Peut-être que ce qu'il voulait dire, c'est que rien d'autre cette année est allé plus vite sur le circuit. C'est complètement con. Bref, si vous avez une idée, dites-le moi en commentaire, que ce soit valide ou pas, hein, pour référencer. Mais il y a un moment hein, où ce qu'il nous dit, c'est les ingés n'ont qu'à faire mieux, hein, qu'ils feront mieux de toute façon, donc faut pas se biler. Et ensuite, il nous dit qu'une voiture électrique est plus rapide en ligne droite qu'une Formule 1. Bon, c'est un truc qu'il a dit pour ensuite amener un autre point d'argument. Celui comme quoi on se fout un peu que les perfs soient les meilleurs partout tout le temps et qu'il faut arrêter de se focaliser sur des éléments comme la vitesse max ou les performances maximales. Un truc avec lequel je suis partiellement d'accord. On a décidé marketingement que la Formule 1 c'était le pinacle. Sportivement, c'est débattable. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui estiment beaucoup plus les pilotes d'endurance. Moi, personnellement, je pense que la plus haute intelligence de conduite, donc la faculté d'adaptation, c'est en rallye. Mais on a une pyramide sport auto qui fait que la Formule 1, c'est le club le plus élitiste, c'est le club le plus fermé, et on market ça comme le pinacle du sport auto. Là-dessus, je suis d'accord. Et je pense que on devrait pas justement forcément avoir les voitures les plus rapides à ce niveau-là, parce que plus les voitures sont rapides, moins la course, moins l'aspect sportif en fait va transparaître au milieu de tout ça. On en a déjà parlé, je vais pas refaire un pamphlet là-dessus. Mais la manière dont il présente ça est ultra fallacieuse, d'autant que juste dire, comme il l'a dit, la voiture électrique elle va plus vite en ligne droite, c'est peu précis et incorrect dans l'ultra majorité des cas. L'accélération des voitures électriques est cependant généralement bien meilleure que les voitures thermiques, y compris hybridées, y compris en Formule 1. On est d'accord. Mais là encore, c'est une portion, pas tout. C'est comme s'il fallait faire preuve de nuance, putain, la con de sa race. Bon, il passe son temps à interrompre les questions, il dit ne pas être défensif, mais affiche le même langage corporel que ma daronne quand je lui demande comment ça se fait que le montant du prêt il est de 2 fois ce qu'on avait convenu, j'ai pas signé pour ça, moi. Il pense qu'il y a trop de focus sur ce que disent les pilotes, que les hardcore se fourvoient de trop faire un cas avec la littérale voix de leur sport, pense que le changement garde la Formule 1 pertinente dans le grand schéma des choses, parce que justement on a augmenté la portion de travail de l'électrique à plus de 40%, presque 50%, mais admet 2 minutes plus tard que la picture a changé ces 5 dernières années et que le focus full élec n'est plus ce qu'il était. Alors, le fait que du coup on soit hybride et qu'on ait de l'essence de synthèse, c'est bien parce que ça fait qu'on est pertinent, mais il faut remettre l'accent sur l'essence de synthèse pour rester pertinent au centre du truc, tu vois, et du coup, va peut-être falloir trouver un nouvel équilibre avec l'hybride, ce qui fait qu'en moins de 3 minutes, il a dit une chose et son exact contraire en te faisant croire que c'est ce qu'il voulait dire depuis le début. Big brain. Parce que du coup, en disant qu'il faut altérer le split elec et qu'il faut mettre l'accent encore plus sur les carburants de synthèse, c'est un petit peu un aveu d'échec vis-à-vis du règlement actuel. Enfin, je veux dire, c'est pas moi qui suis con quand même. Quand on lui demande si ses propres arguments, là, mettent un peu la pression au sein de la FIA et de la FOM pour changer plus rapidement ce règlement technique et du coup régler les problèmes, bah non. Il n'y a pas de problème en fait. Il te l'a dit depuis le début, il n'y a pas de problème parce qu'il n'y a pas de problème. Et puis à environ 25 minutes, il nous dit que de toute façon, s'il y avait du négatif, il se servirait pas de la presse pour le dire et qu'il en parlerait pas en public. En basiquement disant qu'on lave son linge sale en famille. Le contexte dans cette discussion-là, c'est qu'Ecclestone, donc Bernie Ecclestone, l'ancien supremo de la Formule 1, avant lui, a souvent critiqué les règles, a souvent accepté la part de négatif et a trop souvent mis en avant cette part de négatif avec la presse. Donc en gros, ils viennent nous dire, vous pouvez pas faire confiance à ce que je dis. Ce qui est peut-être le seul truc complètement honnête que j'ai entendu. Je pense aussi que la FOM et la FIA sont à l'écoute du public, soit hardcore, soit-il casu. La preuve qu'ils écoutent tout le monde, c'est qu'il y a eu un meeting où on a décidé qu'on changeait des trucs parce qu'il n'y a pas de problème. Donc on a réparé le problème qui n'existait pas en écoutant tout le monde. Ils parlent être intéressés par les chiffres et confirment à demi-mot qu'il y a de l'argent en F1, donc tout va bien. Et j'ai une sainte horreur des gens qui sont juste data-driven, en fait. Genre, attention, c'est complètement OK, surtout si votre taf c'est ingénieur ou comptable, d'être data-driven. C'est les chiffres vous parlent et c'est normal. Par contre, les chiffres, ça ne vous donne qu'une petite partie de la picture. En Formule 1, par exemple, on peut faire une bagnole dont les chiffres sont exorbitants tellement ils sont bons. On peut faire une bagnole qui va super vite, mais parce qu'elle est totalement inconduisible, eh ben, elle est en fond de grille. Parce qu'il y a ce qu'on appelle des hard factors, des facteurs durs, c'est combien de chevaux vous avez, combien de points de downforce vous faites. Et il y a des soft factors, des facteurs mous. C'est à quel point la voiture, elle est facile à conduire, à quel point le pilote peut l'emmener. C'est à quel point le pilote est confortable, en fait, simplement au volant de la voiture. Donc quand quelqu'un me dit, il y a de l'argent, donc tout va bien, parce que moi, je fais confiance aux chiffres, je pense que ce quelqu'un est un tant soit peu con, parce que si les chiffres vont bien là, maintenant, c'est parce que l'année dernière était pas trop mal. Le knockback, il arrive après. Il y a des projections à faire. C'est
compliqué votre boulot normalement. C'est pas aussi simple que les chiffres. Et enfin, trucs qui sont intéressants et que j'ai noté, il nous informe, lui le fan hardcore, que perso les dépassements pour lui, c'est juste des actions et que la quantité ou le nombre sont finalement pour lui, assez peu intéressant. Waouh, PDG de la Formule 1, le gars. Alors, des sorties presse qui vont pas, j'en ai vu, mais alors, putain, celle-là, oh, elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle. Bon, j'essaie de redescendre en pression, d'une parce que la portion rigolote de la vidéo est plus ou moins terminée. Là, j'essaye de faire passer un point et que généralement, t'es pas crédible quand tu cries. Mais toute la putain de vidéo, toute la discussion, l'interview est bourrée d'incohérences. Ça suinte un peu l'élitisme et il y a un blâme qui est porté aux fans hardcore, aux journalistes et gens sur les réseaux qui colportent justement cette négativité autour du sport, mais aussi aux experts, aux ingénieurs et aux pilotes. Genre comme quoi c'est eux qui sont fautifs de tout ce bruit négatif autour de la Formule 1 et pas que le produit a un problème. C'est pas cassé selon lui la Formule 1, il n'y a pas de problème, c'est en cours d'optimisation. Selon lui, tous les gens susnommés là, ils focalisent beaucoup trop sur des détails techniques que la majorité des gens ne voient pas et dont ils se branlent. Les gens veulent de l'action en piste, peu importe si elle est artificielle ou non, ils se battent les couilles d'avoir une masterclass sur les mégajoules. Donc pour lui la Formule 1 c'est spectacle et business, pas la performance technique, ça on s'en bat les couilles. C'est là qu'il y a une césure selon moi, parce que genre je vous l'ai déjà dit, moi je considère que la Formule 1 c'est ce magnifique subtil mélange bien sûr entre de la politique, de la technique, mais aussi du sport. Parce que même si c'est logique que le meilleur pilote de la meilleure voiture gagne 90% du temps, en réalité, il y a énormément de miracles. C'est toujours, tu sais jamais, ça peut toujours être ton week-end, ça peut toujours être ta course. Et c'est Tyrrell qui en 97 va chercher des points à Monaco, c'est Vettel qui gagne avec une putain de Toro Rosso en 2008. C'est toute la fin de saison 2025 où t'as un pilote qui tirait absolument tout ce qu'il pouvait tirer de sa bagnole et un autre qui avait la meilleure voiture mais qui l'exploitait peut-être pas aussi bien. Mais dans la tête de monsieur Domenicali, le business marche, alors le produit est bon. Il passe son temps à botter en touche sur les vraies questions. Les pilotes aiment pas, faut lever le pied 1 heure avant le point de freinage, on roule plus à balle. Ah, c'est pas idéal, mais pas central. Bon, 3.6. Not great, not terrible. Avant la vidéo sur Driven, donc dans le dernier Garage Talks, je vous ai demandé si vous captiez quelque chose à cette histoire de mégajoules. Je vous ai demandé aussi si vous en avez quelque chose à foutre en vrai. Parce que moi-même ça me fatiguait. Et la majorité d'entre vous, excepté pour quelques âmes pures qui sont genre très inclinées techniquement, voire même déjà sur la voie royale pour être ingénieur, eh ben non, vous bitez rien, puis pour vous c'est pas important. Parce que vous avez pas besoin d'une masterclass sur les mégajoules pour comprendre que c'est justement à cause de toutes ces histoires d'énergie qu'on perd en fun, qu'on perd en intensité sur les week-ends. Domenicali passe son temps à se moquer du bail, à se moquer du mot mégajoule. Genre c'est fou mais genre il est là en mode les gens s'en foutent du super clipping, le clippy je sais pas quoi, le microchips. Il a vraiment dit microchips à un moment, je déconne pas. Je suis très sérieux. Là encore, soit il fait exprès parce qu'il veut rage bait tout le monde, soit il comprend rien. Parce que c'est vrai qu'on s'en fout, quelque part je suis d'accord, j'ai rien à branler du nombre de mégajoules moi. Tant que tu me dis juste semi-auto dans les immeubles, c'est bon, j'ai compris. Mais on comprend que ça nique la course en fait. On comprend que ça rend le pilote passager de certaines manœuvres, parce que quand un pilote dit qu'il est obligé de doubler parce que la batterie se décharge, il y a un problème. Le pilote devrait prendre la décision de doubler, pas la voiture, pas l'énergie. Parce que oui, oh là là, il y a 250 milliards de dépassements. Combien sont effectifs au final? Combien sont pour de bon? Combien de dépassements mènent au fait que le pilote garde cette position plus de 2 tours? Si quelqu'un a les stats, putain, balancez en commentaire parce qu'à mon avis c'est salé. Il y a quand même des choses qu'il admet comme étant limitantes. Pas un problème. Attention, le mot problème c'est pas corporate, monsieur. Les moteurs sont toujours trop chers, on est d'accord. C'est toujours trop lourd, on est d'accord. Et faut rééquilibrer le niveau d'hybride pour rester pertinent. On est tous d'accord. Peut-être je suis genre un peu moins fun qu'à l'accoutumée. Même dans la section où je m'énervais pour rien. Mais en fait j'ai très peu de tolérance au foutage de gueule. Je fais une vague référence à une histoire de pré, Madaron, tout ça. Moi j'ai un vécu qui fait que j'aime pas quand on essaie de m'endormir. Non seulement je le vois souvent arriver, mais j'ai une sainte horreur de ça. Et là, ce qu'il croit Domenicali, c'est soit qu'on est très très con, soit qu'on n'a pas de mémoire. Parce que moi, je me souviens, quand j'étais encore dans l'autre pièce, avec 2 étagères autour de moi, que j'avais fait une vidéo où ça parlait déjà en urgence de ramener des V8 pour la saison 2026. On vient littéralement, la même semaine où il est en train de nous babiller ces conneries là, d'altérer le règlement technique plus qu'il ne l'a jamais été au milieu d'une saison. Voilà mon petit katsu là-dessus, le schmilblick, le pourquoi du comment. À mon humble avis, il sait très bien ce qu'il fait. Et on serait tous très cons, vous avez compris, de penser qu'il a rien compris. Sans cesse, j'en parle, et c'est pas sexy, je sais. Sans cesse, faut le dire, la Formule 1, c'est du business. Et qui dit business dit argent, qui dit argent dit actionnaire, en général, à ce niveau-là. Les actionnaires qui, à mon avis là, seront très contents de la prestation qu'il a fournie. Parce que s'ils parlent en mal du produit,
Parce que s'il fait mal à la valeur du produit, que les parts d'action baissent en valeur, les investisseurs ils vont pas être contents. Ils vont peut-être vouloir sa peau. Alors là, il sera remplacé par quelqu'un qui actera comme il faut et qui va tout faire pour gommer ce qui a été dit précédemment. Parce que les actionnaires, les investisseurs, ils veulent continuer à mettre en avant le produit. Ils veulent continuer à dire que c'est absolument parfait, tout en le modifiant, qu'il redevienne acceptable aux yeux du public. Peu importe qu'il soit casuel ou pas. C'est exactement comme... Vous savez, des fois, vous avez des médicaments, là, ils sont mis sur le marché, et il y a un gars, à cause du médicament, il a une rupture du tendon du cul gauche, et au lieu d'aller au tribunal, il y a un accord derrière porte close qui est fait, la partie plaignante obtient réparation, et le produit, qui n'a aucun problème, selon la compagnie pharmaceutique, est retiré des rayons et remplacé par une nouvelle formule ou sous un nouveau nom. Mais il n'y a pas de problème, on a juste corrigé parce qu'on se sentait de perdre des centaines de milliers d'euros en recherche et développement. T'imagines la gueule d'Audi et Honda si le big boss de la FOM, là, actuellement, avoue que le produit pour lequel ils sont respectivement venus et revenus n'est pas bon. Ils se sont fourvoyés sur ce règlement sur toute la ligne. Je parle pas de la réaction de l'équipe, je parle de la réaction du board, des actionnaires, des investisseurs. Tous ces gens peuvent avoir de près ou de loin un pouvoir justement dans la décision. Oh là là, les emmerdes interstellaires. Bon, voilà votre prédiction Nostradaclip. Et genre là pour une fois, je vais même pas cacher ça derrière comment ça s'appelle. On sait jamais, peut-être que, et ensuite genre le retweet avec la photo là. Je vais vous lire de but en blanc comme ça. La rumeur comme quoi on repasserait à des V8 mais qui seraient cette fois-ci turbo et hybride, à mon avis c'est ultra fondé et ça va aller dans cette direction là le plus vite possible. Je pense que l'emphase sera mise sur le carburant de synthèse parce qu'il faut rester pertinent et qu'il y a beaucoup d'endroits où ça commence à se dire que les Lex c'est compliqué. Il y a des marques qui vont pas être contentes du tout, mais il y a des marques qui vont le reste. Il y a des marques qui vont pas être contentes du tout. Et à mon humble avis, ceux qui seront le plus mécontents, c'est Audi. Et vous savez ce que... Attention, c'est ballsy là comme prédiction. Quand ce règlement il passe, Porsche prend la place d'Audi. Juste straight up comme ça, rebrand. Parce que dans le groupe Volkswagen, ceux qui sont le plus intéressés par les carbus de synthèse, c'est Porsche. Et je suis pas du tout impatient de suivre tout ça. J'en ai plein le cul. J'ai l'impression qu'une vidéo sur deux, elle est négative en ce moment. Et il y a un fun à descendre des trucs et à être négatif. Mais c'est overall, c'est con parce que c'est moins vendeur. Je préfère arriver avec vous avec des news positives et faire des petits montages drôles ou genre épiques ou machin plutôt que dire « Ah, ça pue la merde !» Abonne-toi pour plus d'astuces. En tous les cas, on se retrouve bientôt après Miami normalement. Et si tout se passe bien dans 3 jours, on est le 27. Dans 3 jours, j'ai déménagé. Donc, dites au revoir à l'espace. Merci beaucoup, petit appartement, gros appartement. C'est pas celui qui aura vu la naissance du compte TikTok qui a amené à la renaissance de cette chaîne YouTube, mais il est dans le même immeuble, parce que j'étais au dernier étage avant et après je suis descendu au rez-de-jardin. Ça a été une époque pas forcément super, que ce soit d'un point de vue mental ou d'un point de vue connexion, parce qu'on est toujours en 5G, mais là où on va, il y a la fibre. Mais pour sûr, j'étais très confortable ici. Quitte à avoir un nervous breakdown, autant l'avoir dans un chouette appartement. Mais bon, on part pour mieux, on part pour plus beau. C'était Clipidaclip, suivez-moi partout sauf dans la rue. On est sur Twitch, Twitter, Instagram, toutes ces conneries. Bisous. Got